Comment expliquer l'augmentation foudroyante des cas d'autisme depuis 20 ans? À Planète Science, voyez l'énigme de l'autisme, la piste bactérienne. L'autisme est le trouble du développement qui se répand le plus vite sur notre planète. Il frappe beaucoup d'enfants des pays industrialisés, mais les plus touchés sont les migrants issus de pays non industrialisés. Voici Ali, 13 ans, et Abshir, 12 ans. Ils sont autistes. En Suède et aux États-Unis, l'autisme touche 4 fois plus les communautés somaliennes que les autres. Ici, dans la communauté somalienne de Toronto, on retrouve le même phénomène inexplicable. C'est mon frère, il est autiste. La raison pour laquelle ces enfants sont atteints par la maladie reste mystérieuse. Mais ils ne sont pas les seuls concernés. L'autisme se répand partout. Et à ce jour, la médecine est impuissante à l'expliquer. On nous a dit, nous n'avons pas d'explication. Ce sont des choses qui arrivent. Cette rapide progression de l'autisme touchant particulièrement les migrants, les soupçons se portent sur des causes environnementales. Aujourd'hui, on étudie le rôle des bactéries intestinales dans cette maladie traditionnellement perçue comme spécifiquement mentale. La vision traditionnelle de l'autisme comme maladie mentale irréversible a sans doute fait son temps. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes de ce terrible trouble du comportement continuent d'orienter vers des thérapies comme celle-ci. On parle de spectre autistique, ce qui veut dire qu'il y a différents degrés d'autisme. Il n'existe pas de cas typique et pas de traitement. Il y a 50 ans, l'autisme passait pour une maladie rare, affectant un enfant sur 10 000. Aujourd'hui, on observe des taux allant de 1 sur 147 en Europe à 1 sur 38 en Corée du Sud. En Amérique du Nord, c'est un enfant sur 90 qui est touché. Si ça continue d'évoluer à ce rythme, dans 25 à 30 ans, l'autisme sera la norme dans les familles américaines. La perspective est encore plus sombre pour les enfants de migrants. En Europe, on a constaté que l'autisme frappait davantage les gens venus d'Afrique, des Antilles et d'Asie. À tel point que les Somaliens l'appellent la maladie de l'Occident. Les chercheurs se demandent donc ce qui, dans leur nouvel environnement, pourrait constituer un facteur déclenchant. Hi baby. How are you? Say hi. Say hi. Okay, let's go home. Hadar Hassan vit à Toronto. Elle a 4 enfants, dont 2, Abshir et Ali, sont autistes. Bébés, ils se développaient normalement l'un comme l'autre. La première année, il se comportait on ne peut plus normalement. Peut-être même plus que mes 2 premiers. Et puis ça a basculé. Pour Ali, tout a commencé après une série de traitements aux antibiotiques pour des otites et des bronchites récurrentes. Il s'est mis à refuser de m'approcher. Il pleurait tout le temps et se cachait sous la table. Il se mettait à marcher sur la pointe des pieds et refusait de manger. Il ne voulait que du lait. Il avait des diarrhées jusqu'à 15 fois par jour. Et ses yeux, il n'était plus là. Il était dans un autre monde. Personne ne nous aidait. On a consulté un médecin, puis un autre, puis encore un autre. Je ne sais plus combien j'en ai vu. J'étais seule face à ça. Personne ne nous a aidés.
70% des enfants atteints d'autisme souffrent également de troubles gastro-intestinaux, dont la gravité est proportionnelle à leur degré d'autisme. Comme de nombreux autres parents, Hadar a remarqué la passion de ses fils pour les glucides et les produits laitiers. Elle a aussi constaté qu'il était bon de les en priver. Nous avons adopté le régime alimentaire occidental. Mais quand mes fils ont été diagnostiqués, je me suis renseignée. Et il s'avère que ce qu'il leur faut, c'est une cuisine plus traditionnelle, saine, à base de produits frais. En quête de réponse, Hadar et son ami Idman sont venus dans un lieu où convergent tous les parents à la recherche désespérée d'une solution. La conférence annuelle Autism One de Chicago est le plus grand rassemblement mondial sur le sujet. Ici, chercheurs et parents viennent s'informer sur les dernières avancées scientifiques et pourquoi pas sur les traitements non conventionnels. We're New Beginnings Nutritionals. We're a supplement company and we're highly with New Life Foods. We offer gluten-free, casein-free, and soy-free. The essential fatty acids improves brain function for children with autism. Hi, this is Isaac. He's a robot. Hi, I'm Amy from Living Well, designed by Amy. Hi, we're standing in front of some hyperbaric oxygen chambers. If you're not satisfied with it, I will personally, as owner of the company, refund your money. There is a revolutionary new product that has come out on the market that is a GPS real-time tracking device for children with autism. Check us out at www. Face à l'absence de solution médicale, les parents sont désemparés. Pour nos enfants, nous voudrions des traitements issus de la recherche, mais nous ne pouvons pas attendre sans rien faire. Le terme autisme a surgi dans les années 1940. On croyait alors que ce trouble résultait d'un manque d'affection maternelle. On en est même venu à parler de mère réfrigérateur. L'idée cruelle de la responsabilité de la mère restera prégnante des décennies durant. Puis, les coupables désignés ont été successivement les parents fous d'ordinateur, la pollution, la télévision et les allergies alimentaires. Les théories sur l'autisme ont proliféré au même rythme que les nouveaux cas. La plus controversée d'entre elles rendait les vaccins responsables de l'autisme. L'étude d'Andrew Wakefield, publiée en 1998 dans une revue médicale de renom, déclencha 13 années de controverses véhémentes à travers le monde. Ces méthodes furent discréditées, mais les taux de vaccination n'en plongèrent pas moins. Le lien entre vaccination et autisme n'a jamais été démontré. Pourtant, le Dr Wakefield a toujours des partisans. Actuellement, la plus grande partie des fonds récoltés est allouée aux recherches génétiques sur l'autisme. Le docteur Steven Scherer dirige le Autism Genome Project à l'hôpital des enfants malades de Toronto, en lien avec un consortium international de chercheurs. Ils estiment que plus d'une centaine de gènes joueraient un rôle dans l'autisme. Jusqu'ici, ils en ont identifié 6. Nous voulons découvrir quels gènes induisent le développement de l'autisme. Chaque identification d'un gène est un pas vers l'élucidation de ce mystère médical. Mais cela ne nous dit pas pourquoi le gène se modifie. Certaines études montrent que les mutations de gènes peuvent résulter de facteurs environnementaux. Dès que nous aurons identifié les gènes en cause, des tests en laboratoire nous permettront de savoir quels facteurs environnementaux agissent sur la duplication de ces gènes ou sur leur activation ou désactivation. À la conférence Autism One, le docteur Derek McFabe commence à faire entendre sa théorie qui établit un lien entre les facteurs environnementaux et les troubles gastro-intestinaux de nombreux enfants autistes. Son message peu orthodoxe gagne du terrain dans la communauté scientifique et fait largement écho à l'expérience des parents. Thank you very much. You have a huge bacterial population in your gut, and when you eat, you feed them. And what they produce has profound effects on behavior. When you really look at the research, infection and gastrointestinal infection and antibiotic use seems to be one of the underappreciated but rapidly emerging causes possibly for triggering or worsening this disorder.
get propionic acid out of the brain. This is our hypothesis. So by not eating carbohydrates, it may be a reduction in feeding these bugs to make it. Le docteur Martha Herbert est également présente à la conférence. Cette neuropédiatre enseignant à Harvard travaille sur l'autisme et l'axe corps-cerveau. Elle aussi voit un lien entre l'autisme et la flore intestinale. Le microbiote intestinal est en train d'exploser devant nos yeux. De plus en plus d'études démontrent que les bactéries intestinales agissent sur le cerveau, qu'elles créent des troubles psychiatriques et qu'il existe par leur truchement un continuum entre le cerveau et le corps. Il est donc très probable aujourd'hui que les bactéries intestinales affectent les fonctions cérébrales et le comportement, y compris des autistes. La théorie de la flore intestinale confirme les soupçons de Hadar, qui est témoin des réactions alimentaires de ses fils et de la forte incidence de l'autisme dans sa communauté. Il n'est pas surprenant, dans une communauté déplacée de l'Afrique au Canada, de voir apparaître une modification du profil épidémiologique incluant l'autisme. Le docteur Jeremy Nicholson et ses collègues du London's Imperial College étudient depuis des années le rôle de la flore intestinale. Les métabolites, autrement dit les substances qui se constituent au cours du métabolisme d'autres substances, nous renseignent sur le fonctionnement de l'organisme. Et pour trouver les métabolites, il suffit de chercher dans les urines. Des milliers de métabolites différents apparaissent dans l'urine. Chacun sa propre signature. La méthode consiste à exposer l'échantillon à un aimant surpuissant qui réaligne les noyaux magnétiques. À partir de là, on extrait une fréquence qui est le champ spécifique de la molécule. Le docteur Nicholson s'intéresse à l'autisme depuis déjà quelques années. Il a lancé une étude à large échelle portant sur les urines d'enfants autistes, de leurs frères et sœurs non autistes, ainsi que d'enfants sains. Matt, hi. How is it going? So we say we have some more tweaking to do, just of the hardware, really. So I've had a good idea for a change. Absolutely, yeah, yeah. The question was there anything about... Pour déterminer ce qui différencie les enfants autistes des autres, nous avons établi des profils d'enfants et trouvé plusieurs discordances. En particulier, les métabolites issus du microbiote intestinal des autistes ne sont pas les mêmes, ce qui signifie que leur flore intestinale fonctionne différemment. Le docteur Nicholson a observé une évolution dans les maladies occidentales depuis 60 ans. Il semble que la présence accrue de certains troubles comme l'autisme dans un pays soit corrélée à son niveau d'industrialisation. La Seconde Guerre mondiale a inauguré une nouvelle ère de technologie qui nous a apporté des merveilles, comme les fast-foods ou les plats préparés, mais aussi les antibiotiques. Les 2/3, voire les 3/4 des antibiotiques produits aux États-Unis sont destinés au bétail. On fait manger du grain à des herbivores, ce qui leur occasionne des indigestions acides. On les bourre d'antibiotiques qui se retrouvent ensuite dans les nappes phréatiques. Nous avons introduit les pesticides et les engrais chimiques, généralisé l'utilisation du maïs, riche en oméga 6 mais dépourvu d'oméga 3, multiplié le recours aux aliments industriels bien moins nutritifs que les produits frais. Je crois qu'il y a un lien entre l'alimentation et la vulnérabilité à l'autisme. Dès la naissance, des trillions de bactéries commencent à coloniser le système digestif pour constituer le microbiote humain, l'une des communautés microbiennes les plus diversifiées sur Terre. Une fois installées, elles vont avoir une incidence à long terme, car chacune d'entre elles peut activer ou désactiver les gènes de vos cellules et produire des composés qui modifieront votre comportement.
Pour se développer normalement, un enfant doit acquérir les bons microbes durant certaines phases critiques de sa croissance. Si un enfant se retrouve avec des mauvais microbes, appelons-les des microbes hostiles, il est possible que son développement métabolique en soit affecté, avec des répercussions sur le cerveau. Il faut savoir que le processus d'installation des microbes, à partir du jour de la naissance jusqu'à l'acquisition du panel microbien adulte, prend environ 3 ans. Et ces 3 ans correspondent exactement à la période voulue pour que toutes les connexions synaptiques se fassent dans le cerveau. Une perturbation dans la mise en place de la flore intestinale pourrait expliquer certains autismes régressifs. On parle d'autisme régressif quand l'enfant se développe normalement jusqu'à parfois 3 ans, avant de se replier inexplicablement. Tout près de Chicago, une mère confrontée à ce phénomène et décidée à l'expliquer a ouvert la voie à une nouvelle découverte. Voici Andy à 1 an. Il se développait tout à fait normalement. À cet âge-là, il en était au stade des mamas, dada. Hélène Bolt a 4 enfants. Andrew est le plus jeune. Il est né en 1992. Le voici à 18 mois. On voit qu'il n'est plus là. Un jour, on découvre un fluide dans les oreilles d'Andrew. Le médecin conclut à une otite infectieuse et prescrit 10 jours d'antibiotiques, sans résultat. Alors, le médecin prescrit de nouveau des antibiotiques. Il a suivi 6 cures d'antibiotiques en moins de 3 mois. Et puis, il a commencé à se refermer sur lui-même. Il était distant. Il ne voulait plus qu'on le touche, ni qu'on le prenne dans les bras. Il s'avère que le fluide dans ses oreilles vient d'une intolérance au lait. Il arrête les antibiotiques, mais son comportement étrange perdure. Sa régression était si radicale que nous avons tout de suite vu une série de spécialistes. Mais finalement, on nous a dit « Nous n'avons pas d'explication. Ce sont des choses qui arrivent. Il est atteint d'une forme aiguë d'autisme. » Voici Andrew à 4 ans et 9 mois. Il ne s'intéressait pas aux jouets. Il préférait prendre les livres et les cassettes vidéo sur les étagères et jouer avec par terre, sans but précis. Il rigidifiait son corps. Il se tenait sur la pointe des pieds, ce qui est fréquent chez les autistes. Bien évidemment, il n'établissait aucun contact visuel. Il ne parlait pas à ce stade. La plupart du temps, il ne faisait que répéter « Il était en bonne santé, à part, et ceci est très significatif, au niveau gastro-intestinal. Ses selles étaient mousseuses, glaireuses, volumineuses. Je n'ai jamais vu un enfant excréter des choses pareilles. Pourtant, j'en ai eu 4. Il s'est mis à refuser toute nourriture solide, mais il mangeait des mouchoirs en papier, des cendres, le revêtement des murs. Hélène commence à comparer l'historique médical d'Andrew avec ceux de ses 3 premiers enfants. La seule différence notable semble être les traitements aux antibiotiques. Elle tombe rapidement sur le nom de Feingold. On le sait peu, mais les antibiotiques modifient la flore intestinale.
À 90 ans, le docteur Sidney Feingold est toujours considéré comme l'un des meilleurs microbiologistes nord-américains. Il étudie la flore intestinale depuis les années 1950. Les intestins humains sont fascinants. Déroulés et mis à plat, ils recouvriraient l'espace d'un terrain de tennis. Ils contiennent une variété incroyable de bactéries, entre 1000 et 10 000 bactéries différentes. Un enfant, sujet aux otites infectieuses, sera placé sous antibiotiques. Ces derniers vont décimer la flore intestinale en épargnant toutefois certains micro-organismes, dont les Clostridium. Le genre Clostridium rassemble une centaine d'espèces de bactéries, dont un petit nombre sont pathogènes et résistent à la plupart des antibiotiques. Elles libèrent en outre des neurotoxines qui affectent le cerveau. Pourtant, Hélène découvre qu'il est possible d'attaquer les Clostridium avec un antibiotique particulier. Je sentais qu'il fallait partir là-dessus, que ça pourrait l'aider. Un antibiotique qui ciblerait les Clostridium dans l'intestin pourrait améliorer considérablement son état. Alors, j'ai commencé à écrire à des médecins. Généralement, ils m'adressaient à un de leurs confrères, considérant que ça dépassait leur domaine de compétences. On n'était pas dans le cadre ni des maladies infectieuses, ni de la gastro-entérologie, ni de la neurologie, ni de l'immunologie. Chacun se renvoyait la balle. Après 15 mois de recherche et 37 médecins contactés, Hélène trouve enfin un gastro-entérologue séduit par sa théorie. Il place Andrew 8 semaines sous traitement par le seul antibiotique réputé tuer les Clostridium. Le résultat était stupéfiant. En quelques semaines, il est devenu calme. Il s'est remis à réagir à son environnement. Il est même instantanément devenu propre. Il s'amusait avec des jouets, supportait d'être habillé. That's your new word, huh? Yes. No. No. Good boy. Good thing. No. Oh, good boy. Il faisait des puzzles. À l'issue des 8 semaines de test, le docteur Sandler a dit « Il faut essayer avec d'autres enfants. » C'est à ce moment qu'Hélène et son médecin contactent le docteur Sidney Feingold. So, Julie, you got some black colonies there? Yes, these are grown nicely actually on this plate here. Il accepte de lancer une étude pilote portant sur 11 enfants. How long did they take to show up? That took 2 weeks to come up. 2 weeks. Pigmentation, yeah. I've always felt that bacteria in the gut. J'avais toujours pensé que la flore intestinale ne se bornait pas à causer des infections classiques. Je n'en avais jamais eu la preuve, mais j'ai vu là l'occasion de démontrer, grâce au fils d'Helen Bolt, que les bactéries intestinales jouaient un rôle primordial. Effectivement, le docteur Feingold trouve une forte concentration de Clostridium dans les selles des sujets testés. Et chez 80% d'entre eux, l'antibiotique utilisé, la vancomycine, entraîne une nette amélioration. Mais le problème, c'est qu'en milieu hostile, les Clostridium émettent des spores qui entrent en hibernation. Les spores résistent aux antibiotiques. Je ne connais pas un seul antibiotique qui en vienne à bout. J'étais très inquiète, car si nous avions éradiqué les bactéries, il restait les spores.
Je savais qu'une fois le traitement interrompu, les spores germeraient et se remettraient au travail. C'est malheureusement ce qui se passe. Il y a de nombreuses aptitudes importantes qu'Andrew a pu conserver. Mais son comportement, les cris, l'irritabilité, le refus d'être touché ou de nous regarder, la marche sur la pointe des pieds, les actions répétitives, tout ça a réapparu. Hélène co-signe avec plusieurs médecins un article sur les résultats de cette étude qui paraît en 2000 dans le Journal of Child Neurology. Contrairement à ce qu'auraient souhaité les auteurs, l'article n'interpelle pas la communauté médicale. Si, depuis, plusieurs études ont confirmé la présence d'un taux plus élevé de Clostridium dans le système digestif des enfants autistes, les spécialistes sont lents à admettre la connexion. Il ne sera pas facile de convaincre tous ceux qui connaissent mal les maladies infectieuses ou la microbiologie que les bactéries peuvent avoir ce genre d'effet et qu'on peut les contrôler. La communauté scientifique a peut-être ignoré l'article d'Hélène et du Dr Feingold parce qu'il paraissait faire l'apologie de la vancomycine, qui n'est qu'un traitement de dernier recours contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Cependant, ce n'était pas le seul aspect problématique. À la publication des résultats, il semble que tous se soient focalisés sur la régression post-traitement. Certes, les enfants régressent, mais ce n'est pas la question. Pourquoi y a-t-il eu amélioration de leur état ? Une bactérie produisant une neurotoxine aurait-elle été détruite par un antibiotique ? Voilà une vraie question, à laquelle on n'a pas répondu en 11 ans depuis la publication de l'étude. Dans son laboratoire de l'Université de Western Ontario, le Dr McFabe s'appuie sur les travaux d'Hélène et du Dr Feingold en y appliquant sa propre théorie. Je connaissais cet article du Dr Feingold soulignant la présence massive de Clostridium dans le système digestif des enfants atteints d'autisme régressif. Le docteur McFabe est frappé par le fait que les Clostridium produisent entre autres de l'acide propionique, un acide gras à chaîne courte qui, sans être une neurotoxine, s'avère dévastateur. Grâce à mes travaux précédents, je savais que l'acide propionique agissait considérablement sur le système nerveux central et pouvait affecter le métabolisme cérébral et les fonctions immunitaires. Nous avons donc additionné 2 et 2. Les enfants consomment des glucides, les bactéries provoquent la fermentation et excrètent de l'acide propionique. De plus, dans ces aliments glucidiques que les enfants autistes adorent, l'acide propionique est souvent utilisé comme conservateur. L'acide propionique apparaît sur les étiquettes sous l'appellation E280. C'est un conservateur très utilisé pour le pain, les gâteaux et les fromages industriels, produit et vendu en Europe, en Australie, en Corée du Sud et aux États-Unis. Nous avons injecté de l'acide propionique à des rats afin d'observer si leur comportement et les altérations cérébrales pourraient ressembler à l'autisme et si leur état serait transitoire. Les rats du Dr McFabe ont un comportement typique. Ce sont des animaux très sociaux. Ils se saluent en se reniflant des pieds à la tête et interagissent tout en explorant leur environnement. Mais après une injection d'acide propionique, tout change. Deux minutes seulement après l'injection, on voit que l'animal se met à agir de façon très étrange. Il est manifestement hyperactif, a des déplacements rapides et adopte des comportements répétitifs. Ici, l'animal évolue de façon anormale, le dos courbé. C'est un symptôme de l'autisme trop peu pris en compte. Souvent, les enfants se mettent sur la pointe des pieds et courbent le dos.
Nous allons introduire un autre animal à qui on a injecté de l'acide propionique. Nouveau comportement étrange. On n'observe pas cette sociabilité d'ordinaire caractéristique des rats. Un système vidéo enregistre et compare le comportement des rats injectés avec les comportements des rats normaux. D'autres expériences ont mis en évidence une rigidité des rats et leur fixation sur des objets. Autre fait étrange, l'effet de l'acide propionique ne dure pas. Une demi-heure environ s'est écoulée depuis l'injection d'acide propionique et on constate un retour à la normale. Comme c'est un acide gras, il a été brûlé par l'organisme. Les animaux redeviennent sociaux. Généralement, après ça, ils s'endorment. L'hyperactivité et le comportement asocial sont réversibles. L'analogie de comportement entre les rats injectés et les autistes est éloquente, mais à présent, il s'agit pour l'équipe de cerner l'action de l'acide propionique sur le cerveau. Dans le cerveau, l'acide propionique modifie la composition lipidique, lui donnant un profil autistique. Le cerveau est à 60% composé de graisse, et le fonctionnement cellulaire comme notre comportement découle de la composition de ces graisses. Ce n'est pas tout. L'acide propionique est soupçonné d'activer et de désactiver les gènes associés à l'autisme. Imaginez cette petite molécule venue de votre intestin pénétrant au cœur de votre ADN pour activer ou désactiver des gènes liés au développement cérébral, à l'apprentissage, à la mémoire et au métabolisme. Il est très étonnant qu'une molécule aussi basique soit capable d'avoir ce type d'action sur le métabolisme cérébral caractéristique des patients autistes. À ce jour, aucune étude ne démontre la nocivité de l'acide propionique utilisé comme conservateur sur les adultes. Mais les travaux du Dr McFabe sur les animaux laissent penser que les métabolites des bactéries intestinales telles que l'acide propionique pourraient déclencher l'autisme chez des enfants prédisposés. Un individu a priori normal, absorbant une grande quantité d'alcool, ne se comportera pas normalement. De la même manière, je pense que des enfants a priori normaux, exposés à des taux élevés d'acide propionique, auront un comportement anormal. Éliminer l'acide propionique, soit en éradiquant la bactérie, soit en ne la nourrissant pas, soit en rééquilibrant le système digestif, me paraît être la bonne approche pour traiter la maladie. Honnêtement, c'est difficile de revoir ça. J'ai le sentiment que nous étions si près du but, il y a 10 ans, mais personne n'a voulu nous écouter. De nombreux parents, convaincus par la théorie des bactéries intestinales, improvisent des traitements en fonction. Aujourd'hui, Andrew a 19 ans. J'ai du mal à croire que ça remonte si loin. Pour moi, une guerre se joue dans l'intestin d'Andrew. Une armée de bactéries hostiles s'y est implantée de pied ferme dès son plus jeune âge. Et la flore qui vous a colonisé dans vos premières années vous suit jusqu'à votre mort. Continuer les prises d'antibiotiques puissants n'était pas envisageable, c'eût été dangereux à long terme. Hélène a donc dû trouver d'autres solutions. Elle a observé que si Andrew absorbait de grandes quantités de probiotiques, des compléments alimentaires à base de bactéries bénignes, ses symptômes pouvaient être contenus. Les Clostridium, bien que toujours présents, sont étouffés sous des flots d'autres bactéries. L'effet bénéfique des probiotiques a été largement démontré. Il se débrouille très bien. Vraiment. Sachant d'où il revient, c'est impressionnant. Andrew est autonome. Il se prépare son petit déjeuner, ses sandwichs. Même si, sur le plan scolaire, il atteint difficilement un niveau CM1. Les interactions sociales restent un problème pour lui.
Mais c'est un rayon de soleil dans la maison. Pouvoir contrôler l'autisme en modifiant la flore intestinale suscite beaucoup d'espoir. Au Canada, des chercheurs réfléchissent même aux moyens de remplacer médicalement tout l'écosystème interne par un autre plus sain. Pour moi, c'est l'occasion rêvée d'observer ce qui se passe dans ces situations de dysfonctionnement intestinaux et du développement. Le Dr McFabe et sa collègue le Dr Emma Allen Vercoe de l'Université de Guelph ont lancé un projet inédit en collaboration avec la communauté somalienne de l'Ontario. Avec l'aide des parents, ils se proposent d'analyser les selles des enfants atteints. Le Dr Allen Vercoe espère que cela révélera l'origine du problème dans leur profil bactérien. C'est un tel changement pour une population de passer de la Somalie au Canada. Tout est différent. Le pays, la culture et aussi les habitudes alimentaires. Il importe de déterminer ce qui, dans la nouvelle alimentation, est capable de faire réagir certaines bactéries intestinales. Chacun connaît l'adage « on est ce qu'on mange ». En Somalie, on consomme énormément d'aliments fermentés. Une habitude qui est éventuellement abandonnée au Canada. C'était notre mode de vie. Pas de maïs, pas de soja, aucun aliment génétiquement modifié. Uniquement des choses très naturelles. Pas de pesticides, pas d'hormones, rien. Il se peut qu'un microbe présent dans les aliments fermentés leur fasse défaut aujourd'hui. Un microbe censé interagir avec d'autres microbes du système digestif. Avec une pièce manquante, le microbiote n'est peut-être plus en mesure de fonctionner correctement. Le docteur Allen Vercoe cherche à savoir si l'écologie du système digestif pourrait être recomposée médicalement. Voici le robot boyau, notre système digestif artificiel. C'est une reproduction à l'identique de l'environnement gastro-intestinal humain. Il nous permet de cultiver certains micro-organismes qu'on ne sait pas cultiver en laboratoire. Ici, il se développe dans un environnement familier, en tant que maillon de l'écosystème. Le docteur Allen Vercoe a une approche écologiste. Grâce au robot boyau, elle crée des communautés microbiennes entières, puis les manipule afin d'observer en quoi l'équilibre de l'écosystème s'en trouve modifié. Cet écosystème est incroyablement divers. C'est probablement l'un des plus riches de la planète. Je fais volontiers la comparaison avec les forêts tropicales. Tout le monde sait que si on supprime des espèces au cœur de la forêt tropicale, la terre devient aride et c'est tout l'écosystème qui s'effondre. Nous pensons que beaucoup de maladies aujourd'hui découlent de ce genre de phénomène. Cette vision du microbiote intestinal comme écosystème nourrit l'espoir qu'un jour, des séries de microbes défectueux pourront être remplacés. L'idée, c'est de se débarrasser de l'écosystème défaillant grâce à des antibiotiques ou autres purges, et de le remplacer sur le champ par un écosystème sans défaut qui repartira sur des bases saines. C'est peut-être l'absence d'un microbe et non sa présence qui provoque l'autisme. Difficile à savoir, mais il faut persévérer. À Bergen, en Norvège, l'élaboration de thérapies basées sur la théorie des bactéries intestinales devient une véritable science, pratiquée par la famille même du docteur Midtvedt. Son neveu Lars Ersland et sa femme Britte ont 2 fils. Le plus jeune, Erik, est autiste. How old was he when you first made the diagnosis? He was 6 years old when he got the diagnosis. Okay. But since he was 2.5 or something like that, he started to slip away. We didn't feel that we really had contact with him. But that was after he had some stomach illness when he was about 2.5. Aujourd'hui, le docteur Midtvedt est venu accompagné du docteur Anne Bjorg, biochimiste. Elle a interrompu une brillante carrière dans la finance pour se consacrer aux recherches sur le traitement biomédical de l'autisme.
Je me suis investie dans la recherche sur l'autisme pour trouver des réponses aux problèmes de mes 3 enfants. Après avoir vu 17 médecins qui se sont tous avoués impuissants. Anne Björg, ayant trouvé aux États-Unis des ressources précieuses qui lui ont permis d'aider ses enfants, elle décide de rapporter ce savoir en Norvège. Elle cofonde à Oslo la première clinique en Europe dont la vocation est de traiter l'autisme en traitant le corps. Une idée qui demeure relativement neuve. La position officielle en Norvège, c'est qu'il n'existe aucun traitement contre l'autisme. L'idée est neuve pour la communauté médicale, mais pas pour les parents qui côtoient la maladie depuis longtemps. Avant toute nouvelle prise en charge, Anne examine scrupuleusement l'historique et les habitudes de l'enfant. Comme préalable, sur 7 jours, les parents vont nous dire précisément ce que mange l'enfant, quel est son comportement à la maison et à l'école, comment il dort. Ensuite, à partir de là, nous entamons les examens médicaux. Avec l'aide d'experts tels que le docteur Midvet, Anne effectue des tests au niveau du système digestif. Après quoi, elle intervient sur le régime alimentaire en contrôlant la flore intestinale et les changements de comportement de l'enfant. Généralement, nous commençons par éliminer progressivement tous les produits contenant du lait. Et ils sont nombreux. Ensuite, nous faisons de même avec le gluten. Les régimes sans gluten et sans caséine sont efficaces en cas de dysfonctionnement digestif, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi. La meilleure explication reste qu'un déséquilibre microbien compromet leur absorption et que le cerveau en est affecté. Anne a aidé Eric à améliorer son interaction sociale et ses capacités d'apprentissage. Mais ses parents rêvent de progrès plus importants encore. Des tests cliniques rigoureux du régime sans gluten et sans caséine ont été menés. Et au bout de presque 1 an, ils ont pu se passer du groupe placebo tant les enfants traités allaient bien. La plupart des gens ne croient pas une seconde qu'on puisse guérir l'autisme. Ils sont persuadés qu'on est autiste à vie, que c'est inéluctablement imprimé dans le cerveau. Quant à moi, j'en suis arrivée à la conclusion que rien ne prouvait une telle assertion. And what's this? 5 minutes. Yeah, cool down. That's your cool down. Opposite of exhausted is? Opposite of exhausted is have energy. Have energy means? Can keep going. What's this up here? Distance. Yeah, that's how many miles you're running, huh? Okay. Yeah, I don't think you ran 345 miles, honey. Okay. But it looks good. I cling to the hope. Je m'accroche à l'espoir que les chercheurs trouveront des traitements dont il pourra encore bénéficier. Après tout, la plasticité du cerveau est étonnante. Peut-être un jour serons-nous en mesure de dépister ces bactéries chez les enfants et de réagir en les éliminant, en les contrôlant grâce à des bactéries saines ou en aidant le patient à métaboliser ses acides gras de la même manière qu'on aide les diabétiques à métaboliser le sucre grâce à l'insuline. Il semble qu'on soit en présence d'un trouble neurologique non fixé. Quand vous avez un vrai problème au niveau du système digestif, rien ne peut fonctionner. Entendre sa voix, c'est ce que je souhaite le plus. Aujourd'hui, il comprend tout ce qu'on lui dit, mais il ne peut pas s'exprimer.
Je rêve d'entendre Ali m'appeler maman un jour. Jusque très récemment, on n'accordait que peu d'importance à la flore intestinale. On la considérait comme une population inoffensive, opportunément là pour consommer nos déchets. Nous n'avons découvert que très récemment qu'elle avait une action décisive sur la santé. En réalité, nous sommes à l'aube de cette découverte. Plus de 25 ans après l'accident nucléaire de Tchernobyl, ces bêtes règnent en rois et maîtres sur le secteur radioactif. Une zone d'exclusion d'environ 3000 km². À Planète Bleue, partez sur la trace des loups radioactifs.